Bonjour. Nous recevons en ce jeudi, dans le cadre de Arts et Lettres chez ICI Télévision, Louis Saint-Pierre, auteur et réalisateur de La Relève. Ses courts-métrages tels que Je suis comme le roi en 2019, À jamais pour toujours en 2018, d'Aziz Komish en 2017 ont tous été reconnus internationalement pour leur point de vue unique. Avec Le Dernier Monde en 2021, Louis présente son premier roman jeunesse. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Louis. Bonjour Kamal, merci beaucoup de me recevoir. Ça fait plaisir. Un réalisateur de La Relève. Alors, comment est venue chez vous cette passion justement du cinéma? Et puis, est-ce que le cinéma d'auteur est justement votre volet de prédilection, votre domaine de prédilection? C'est sûr, ça fait longtemps que je pense faire du cinéma. Depuis que je suis très jeune, je me souviens d'écrire des scénarios à la récréation avec mes amis, puis s'imaginer filmer des grands films plus tard. Mais donc c'est sûr que oui, effectivement, le cinéma, ça fait longtemps que c'est avec moi. Pour des raisons très philosophiques, je manque souvent dans la philosophie quand je réfléchis à ce que je fais. Moi, je vois le cinéma comme... En fait, philosophiquement, je vois que l'être humain, pour être conscient, a besoin d'avoir des souvenirs. Si on n'avait pas de souvenirs, on serait toujours en train de redécouvrir le monde à chaque instant. Ça serait un petit peu absurde. Puis en ce sens-là, le cinéma, c'est une forme d'art qui nous permet de créer des souvenirs parce que c'est des images. Donc, quand on pense à nos souvenirs intimes ou quand on pense à des images de cinéma, le processus est à peu près le même dans notre imaginaire. Donc, il y a quelque chose qui se rejoint là-dedans qui m'intéresse beaucoup. Et puis ces images, on essaie de les mettre en œuvre, comme vous le dites. Comme réalisateur, vous avez commencé par des courts-métrages qui ont été primés, entre autres Je suis comme le roi en 2019, comme je viens de dire, À jamais pour toujours d'Aziz Komish. En quoi, justement, le court-métrage vous passionne? Est-ce que c'est parce que c'est court que ça vous passionne? Ça vous permet de dire peu pour, justement, dire plus et projeter plus? C'est sûr que ça, c'est un des aspects importants, la possibilité de dire beaucoup avec peu de moyens. Le cinéma, c'est quelque chose qui coûte très cher à faire, donc souvent, le court-métrage, c'est quelque chose qui est plus accessible quand on commence, surtout. Puis, oui, effectivement, chacun de ces courts-métrages-là a son genre particulier. Je suis comme le roi, c'est un film de suspense très, très, très intense qui se passe dans une maison de banlieue super banale. J'aime beaucoup la dualité qui vient entre ces deux éléments-là. Pareil pour À jamais pour toujours, c'est une comédie romantique dans laquelle la tentative de mariage échoue, mais qui essaie de quand même avoir une fin heureuse. Donc j'aime beaucoup faire des contradictions et explorer ça à travers le médium du cinéma. Très bien. Il y a aussi une certaine polyvalence, n'est-ce pas, puisque vous exercez aussi carrément au vidéoclip, j'en cite quelques-uns. I don't wanna be your friend Madeleine. Rap Steamer, Valse des saisons. Bon, il y a du français et de l'anglais. Il y a une belle ouverture vers les langues. Et une intéressante fusion, je dirais, entre l'anglais et le français. En quoi ces vidéoclips, justement, enrichissent-ils votre parcours et votre cheminement artistique? Bien, d'abord, c'est la possibilité de travailler avec des artistes de la relève de Montréal, souvent qui sont des connaissances, des amis à moi. Juste ça, c'est super enrichissant en termes de processus créatif, parce que les artistes, qu'ils soient francophones ou anglophones, souvent arrivent avec leur propre conception de la chanson, de ce que le vidéoclip pourrait être aussi. Donc souvent, en tant que réalisateur, c'est mon travail de prendre leur idée puis de la pousser plus loin dans une nouvelle direction, parce que souvent, ils ont des idées très musicales, puis là, il faut les rendre très visuelles, puisqu'on fait du vidéoclip, donc il faut que ce soit vu. Donc c'est toujours une belle façon de collaborer, rencontrer de nouveaux gens, puis aussi essayer des choses un petit peu plus radicales au niveau technique ou artistique. Oui. Est-ce qu'il y a des engagements, justement, je dirais peut-être d'ordre politique ou d'ordre culturel, je dirais, dans vos vidéoclips, courts-métrages? Y a-t-il des messages spéciaux que vous essayez justement de transmettre à travers, que ce soit un court-métrage, n'est-ce pas, ou à travers un vidéoclip? Absolument. Par exemple, si on prend l'exemple de Je suis comme le roi, c'est un court-métrage qui se veut une allégorie antifasciste. Dans le fond, j'ai écrit ce scénario-là en 2016, alors qu'il y avait de plus en plus de bouillonnement international, on va dire, au niveau politique, la montée de l'extrême droite. Au niveau des choses de l'échelle comme internationale.
ouais, des choses qui m'inquiétaient, puis que je voulais traiter, mais à travers une allégorie dans le fond. Donc, le système fasciste par excellence est incarné dans une maison familiale avec la mère à la tête de l'État Mhm, familial, le mhm. père qui est comme la force de sécurité, Ouais. euh, puis les enfants qui se débattent à travers ça. Donc, c'est pour moi, la philosophie vient avant tout, parce que quand on raconte une histoire, qu'on le veuille ou non, on transmet Mhm, un message philosophique. Alors moi, je préfère être conscient du message philosophique que je transmets pour mhm. bien le transmettre par Très bien. le médium du cinéma. Alors, il y a cet engagement quelque part. On va parler en détail justement de vos réalisations, surtout les courts-métrages. Vous venez de parler de Je suis comme le roi. Ben, celui qui va lire un titre pareil, il va dire qu'il y a une dénonciation quelque part, hein, n'est-ce pas, de l'autorité du pouvoir ou de l'abus du pouvoir. Donc, c'est ça ce que vous essayez de projeter dans le fond. Tout à fait, vous avez mis le doigt dessus. La citation vient d'un poème de Baudelaire qui Oui. se plaint un peu de la condition d'un roi où tout est gris, pluvieux. Donc, effectivement, il y a la volonté de dénoncer les abus de pouvoir, c'est sûr. Oui, oui, des abus et des excès de partout dans le monde. À jamais pour toujours, bon, une idée d'éternité, hein, quelque part, quelque chose qu'on n'est pas prêt à couper, à interrompre. Quel est Ouais. justement ce que vous avez essayé de transmettre ici comme message et voulez-vous nous en dire plus? Ouais, pour à jamais, pour toujours, euh, l'objectif, c'était de présenter deux personnages Mhm, à l'antithèse l'un de l'autre au niveau de leur conception de la liberté. Pour la mhm, plupart des gens, être libre, c'est pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, alors mhm, qu'il y a une autre conception de la réalité qui dit que pour être vraiment libre, il faut être capable de se contraindre soi-même, peu importe ce qui adviendra, je vais quand même faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Un peu mhm. l'idée du mariage. Le mariage Oui. étant comme une forme de liberté de dire je suis libre de dire que je vais être qu'avec toi. Donc, Mhm. il y a comme ce paradoxe-là dans la liberté que je voulais explorer à travers le court-métrage. Excellent. Parfait. Alors, on va faire une pause publicitaire et on va continuer avec notre invité d'aujourd'hui, Louis Saint-Pierre. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Louis Saint-Pierre, auteur et cinéaste, c'est l'invité de ce jeudi. Un auteur-réalisateur de la relève, très intéressant parcours. Vous allez voir, on est en train justement de parler de ses courts-métrages. Il est dans la polyvalence carrément des vidéoclips, etc. Je vais vous laisser avec cet extrait, mesdames et messieurs, puis on revient dans les prochaines minutes. Maman dit que c'est toi qui as fait mal. Si je t'ai mis sur le feu, mais évidemment avec le PFQ ce soir, C'est correct, Charles. ils sont pas aussi intelligents. En fait, oui, Hey, c'est ça le problème. reste avec moi. Contradiction est aussi idéologique. Charles, c'est correct. Je te pardonne. L'excellente entrevue avec Mme Arcan, mon Dieu. On parle de trahison. Comme si on était en temps de guerre. Je veux dire, écoutez là, oui, il y a des jeunes dans la rue, une culture d'abandon, des Charles? Théo, il faut vraiment pas réveiller maman. Charles, écoute. Et voilà de retour, mesdames et messieurs, avec vous et lui. Alors, on a parlé justement de À jamais pour toujours, je suis comme le roi. Là, j'arrive à ce titre, j'ose présumer que c'est la langue allemande, Das ist komisch. Est-ce que je me trompe? Ouais. Est-ce que c'est Non, la langue allemande? c'est bien ça, Das ist C'est bien. komisch. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire justement? Ça veut dire That is funny. Le titre est
emprunté en fait d'un essai littéraire qu'un de mes auteurs préférés, David Foster Wallace, a écrit à propos de Franz Kafka, qui est un autre de mes auteurs préférés. Le documentaire Das ist komisch, c'est un court documentaire de quelques minutes que j'ai réalisé en République tchèque. C'est le pays d'origine de l'auteur Franz Kafka, l'auteur qui est reconnu un peu pour son écriture cauchemardesque. Ce qu'il faut savoir, c'est que Franz Kafka, à sa mort, l'auteur de la Métamorphose. Exactement, oui. A demandé à ce que tous ses écrits soient brûlés parce qu'il ne voulait pas être lu, il ne voulait pas être reconnu. Et comme vous l'avez dit, vous l'avez cité, l'auteur de la Métamorphose, on le connaît très bien aujourd'hui. Donc, son plan de s'effacer lui-même n'a pas fonctionné. Donc, le documentaire prend un peu un point de vue sur les gens qui exploitent l'image de Franz Kafka en République tchèque contre son gré un peu et qui continuent à exploiter son œuvre littéraire dans des musées, des statues, des choses comme ça. Donc, le film tente de prendre le point de vue, de regarder l'observateur. Donc, on montre les gens qui exploitent un auteur qui ne voulait pas être connu. Excellent. Alors, en quoi il y a un point de vue unique dans ces courts-métrages que sont les vôtres? J'ai l'impression qu'il y a un côté existentialiste, mais là, un point de vue unique. En quoi voulez-vous expliciter, justement? Mais c'est définitivement un peu existentiel comme question qui sont posées à travers chaque court-métrage. Comme on en a parlé au début de l'entrevue, ce qui rassemble toutes mes œuvres, c'est toujours une prise de position philosophique à la base qui amène à raconter une histoire. J'essaie toujours de renverser les modèles habituels dans le sens que, comme je disais tantôt, on pense qu'on peut raconter des histoires sans vouloir dire de quoi, mais on dit toujours quelque chose profondément philosophique avec peu importe ce qu'on dit. Donc, j'essaie toujours d'être très conscient de ça, très à l'affût, parce que moi, je pense que les mots, les actions, les images ont une très grande portée. Alors, qu'est-ce qui vous rapproche justement de vos personnages et de cette thématique qui vous passionne? Bon, généralement, on dit que le fait de produire une œuvre, c'est une part de nous. Il y en a qui disent que c'est carrément plus de 90% de nous. Mais qu'est-ce qui vous rapproche de tous ces personnages et de ces thématiques, Louis Saint-Pierre? Je crois que moi, j'utilise les personnages dans ma fiction pour véhiculer des idées. Et je crois que, mettons, en tant qu'artiste, on va souvent dire « Ah, j'ai eu une idée pour un projet ». Encore là, j'aime renverser les codes établis. Donc, j'aime ça dire que c'est pas que les personnes ont des idées, c'est que les idées ont des personnes. Comme si les idées se manifestaient à travers nous. Ouais. Donc, mes personnages qui véhiculent des idées, je me rapproche d'eux en étant une personne qui tente de véhiculer des idées aussi à ma manière. C'est juste des idées qui se passent d'une tête à l'autre, en fait. De manière spontanée, hein? Rappelons vos nominations et vos reconnaissances. Voulez-vous nous dire plus sur ces prix que vous avez gagnés? J'ai gagné quelques prix, des reconnaissances. Par exemple, mon court-métrage Das ist komisch a été sélectionné au Festival de films sur l'art à Montréal, qui est un des plus grands festivals de films sur l'art au monde. Excellent. Il a aussi été primé au Unart Film Festival en Pologne, qui est un autre grand festival de films sur l'art. Mon plus récent court-métrage de fiction, Je suis comme le roi, a remporté le Canadian Best Short Film au Festival universitaire de Winnipeg l'année passée. Ça a été un gros baume. Ça a fait plaisir à gagner ça parce que, surtout un film qui parlait de fascisme, ce court-métrage-là a eu un petit peu de misère au début dans son parcours en festival. J'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas de quoi ça parlait. Et malheureusement, puisque comme la situation dans le monde, c'est peut-être un petit peu envenimé, les gens ont commencé à voir de quoi le film parlait un peu à rebours. Très bien. Donc, ce sont là, on va dire à l'échelle locale et internationale, c'est toujours bien une reconnaissance quand on vient vous dire, bon, voilà, écoutez, on a compris le message. Vous êtes excellent, vous êtes meilleur. Ça fait du bien, exactement. Encore une pause, mesdames et messieurs. On revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous.
On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. On continue notre discussion avec Louis Saint-Pierre, auteur et cinéaste. Un invité polyvalent, on va le dire. Là, lui, je vois derrière vous un guitare, parce que là, ce n'est pas juste le court-métrage. Il paraît que vous êtes musicien. Alors, ouvrons une parenthèse. Voulez-vous nous dire plus? C'est un très beau guitare, là, qu'on voit dans l'arrière-plan. Êtes-vous guitariste aussi par vocation, on va dire? J'ai toujours joué de la guitare, j'ai toujours composé de la musique un petit peu en secret. Là, c'est un petit peu un scoop que je vous donne, mais je travaille en ce moment avec une amie à moi, ma copine, à écrire, composer un EP, donc un album de 4 chansons, qui devrait sortir en début 2022, mais oui, la polyvalence, c'est un de mes atouts, on va dire. Elle est là, puis la musique adoucit les mœurs, n'est-ce pas? Il faut le dire aussi, hein. Il y a un roman jeunesse que vous préparez. Un roman jeunesse, ça doit être le premier. Hein. Voulez-vous nous en parler? Oui, en fait, je l'ai aussi juste ici. Vous pouvez le montrer, s'il vous plaît? Bien sûr. Voilà, alors c'est Le Dernier Monde. Exactement, voici Le Dernier Monde. Est-ce qu'il est déjà paru? Il est déjà paru? Oui, il est disponible partout dans les librairies. En ce moment, on est distribué par les éditions Crescendo. C'est un roman jeunesse fantastique qui, comme toujours, vous l'avez compris, mêle philosophie et fiction. C'est un roman jeunesse qui raconte l'histoire de Raikan, un jeune garçon qui est sélectionné en temps de pandémie pour être sacrifié par sa communauté pour mettre fin à la pandémie. Donc, c'est un peu un roman d'actualité en ce sens. Évidemment, le jeune Raikan refuse le sort qui lui est prédit et se sauve dans la jungle où est-ce qu'il rencontre une jeune fille, Cariella, qui devient son amie, qui, elle, est à la recherche de l'antidote pour soigner son père malade. Donc, des grandes aventures dans lesquelles ils s'embarquent ensemble. Un roman fantastique. Qu'est-ce qui vous passionne justement chez tout ce qui est fantastique comme ça? Avant tout, c'est un roman de littérature jeunesse. C'est vraiment, ça se veut une introduction à la philosophie pour les jeunes. Donc, ce qui me passionnait au niveau des jeunes, c'est que moi, personnellement, plus je vieillis, plus je lis de la littérature jeunesse. Puisqu'on a tous été jeunes auparavant, je pense qu'il y a quelque chose qui permet à tout le monde de se retrouver dans ces histoires-là, même si on n'a plus cet âge-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ancrait mon écriture. Tout le long du travail, dans le fond. C'est ça. Ce que je veux dire dans le fond, c'est qu'il y a cette tendance justement dans le roman jeunesse, peut-être général, parce que chaque personne a le droit aussi de choisir ses propres thèmes et ses thématiques. La tendance de Harry Potter, on voit qu'il y a une tentative de projeter le rêve vers des dimensions que peut-être la jeunesse revendique. Est-ce que vous étiez justement dans cette lignée, dans cet esprit? Dans le sens de viser vers une utopie à travers la fiction. Pas dans ce roman-là. Dans ce roman-là, je suis plus dans l'inverse, où est-ce qu'on montre un système qui est problématique, un système gouvernemental, sociétal qui est problématique, puis on essaie de trouver sans trouver nécessairement des solutions à ces problèmes-là, on essaie de trouver les bonnes questions à poser pour trouver les réponses. Oui, exactement, les bonnes questions, comme vous dites, pour trouver les bonnes réponses. La relève au cinéma, au Québec, quel est votre regard justement? Comment voyez-vous le cinéma jeunesse ou le cinéma de la relève, on va le dire comme ça, au Québec, avant et après la pandémie? Quel regard vous projetez à ce niveau, lui? Au Québec, en cinéma, moi je sens mes amis qui travaillent tous dans le milieu. Puis c'est ce que je vois. Je vois des jeunes comme moi qui ont des idées, qui ont des opinions fortes, qui ont des points de vue qui doivent être transmis, puis qui peuvent changer le monde d'une certaine manière, mais plus important encore au Québec, vu qu'on a la chance d'avoir notre propre culture francophone à travers le Canada qui est majoritairement anglophone. On a un point de vue particulier, puis je pense des choses importantes à dire pour nos concitoyens. Il doit y avoir des obstacles, hein, des enjeux. Quels sont ces enjeux? Quelle est la solution que vous proposez ou les solutions?
Mais c'est sûr qu'un des enjeux, c'est la question du financement, surtout quand quand on en vient au cinéma. Là, ça coûte excessivement cher faire du cinéma. Juste un court-métrage, ça peut coûter 125 000 là, à produire lorsqu'on comptabilise la paye de tous les employés qui ont travaillé tout au long du projet. Ouais. Donc ça, c'est sûr que c'est un des gros enjeux. Heureusement, au Québec, on a la chance d'avoir accès à des subventions. C'est sûr que ces subventions-là ne sont pas données à n'importe qui. Là, il faut travailler fort pour les avoir puis les mériter. Mais au moins, on a un système en place qui après la pandémie, en tout cas, a comme vraiment poussé pour faire une relance créative de l'art au Québec. Oui, pour pousser les gens, justement, n'est-ce pas, à s'épanouir, à se rattraper avec cette pandémie. Des projets d'avenir? En avez-vous, justement? Je déborde de projets. Évidemment, je prépare la suite du Dernier Monde, le deuxième tome qui devrait sortir en juin, sûrement l'année prochaine. Date pas confirmée, mais on verra. C'est sûr, je travaille encore sur du court-métrage. Cet automne, j'ai 2 podcasts aussi de fiction que je prépare. J'ai d'autres projets littéraires en cours. Ça n'arrête pas. Très bien. Le Dernier Monde, les gens qui veulent l'acheter, est-ce qu'ils doivent aller justement au site de la maison d'édition ou comment ça se passe? Il est disponible en librairie partout. Donc, si jamais ils ne l'ont pas dans la librairie près de chez vous, vous pouvez le demander puis ils vont vous le commander. Puis, si jamais vous le lisez, écrivez-moi sur Instagram, Louis Non, Louisnon. Venez me dire ce que vous en pensez. On a un compte Instagram aussi qui s'appelle Le Dernier Monde, où est-ce qu'on partage du contenu exclusif, des images, des citations à découvrir. Très bien, parfait. Merci Louis, c'était tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous laisse maintenant, mesdames et messieurs, avec cet extrait de À jamais pour toujours. Portez-vous bien, Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine. Tu sais, c'est pareil comme... Qu'est-ce que tu fais? Regarde, tu m'as déjà dit que pour toi, aimer quelqu'un, c'était comme... C'est comme affronter ma plus grande peur chaque jour. Max, on avait 15 ans. Pour vrai, ton soulier est sûrement juste tombé de l'autre côté. Attends. Moi, j'ai peur qu'on tombe.